Madame, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour une énième fois, toujours pour évoquer des questions qui sont capitales pour le bien-être du Congolais, pour le bien-être même de l'humanité. Vous le verrez dans cette émission de Lengo Séjour. Nous sommes contents de vous savoir disposés à nous suivre sur les différentes plateformes, aussi bien la télévision qu'en ligne, parce que vous le savez, nous avons pour particularité de vous donner toute la possibilité de nous suivre, peu importe les conditions d'approvisionnement des dessertes électriques. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau deux éminentes personnalités, lesquelles vont évoquer les questions qui concernent la République démocratique du Congo, qui concernent les eaux de la République démocratique du Congo, qui concerne les relations entre la République démocratique du Congo et les autres États par rapport à ce qu'on appelle la conservation de la nature, préserver la biodiversité, même la température. Vous avez vu, nous sommes en train de tourner cette émission sous un doux soleil, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est pour vous montrer effectivement que nous sommes réellement dans le sujet. Alors j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, à ma gauche, il y a le professeur Jean-Paul Seguiobé Bigira. Professeur, je vous dis bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sous ces doux soleils quinois. Et c'est fait exprès, parce que l'émission va tourner essentiellement sur les questions relatives à l'environnement et aussi à la biodiversité. Et à côté du professeur Jean-Paul Seguiobé, qu'on ne présente plus, il est avocat, il est enseignant dans plusieurs universités en République démocratique du Congo. Et vous découvrirez aussi un peu vos dimensions politiques comme chef d'une formation politique. Alors à votre côté, à votre gauche, donc nous, c'est ma droite, vous avez Monsieur Louis Gaëreri, il est secrétaire national en charge des questions politiques du RECODE, que les gens vont découvrir. Les RECODE, c'est tout simplement les regroupements des écologistes du Congo démocratique. Vous allez bien, Monsieur Louis? Merci, Monsieur Gaëreri, et content de vous savoir sous ces doux soleils aussi. Voilà. Alors, professeur, je vous reçois d'abord pour que vous puissiez nous parler d'un événement. C'est vrai, vous faites toujours la une de l'actualité sur le plan scientifique au travers des différentes publications, mais surtout, votre visage apparaît pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Vous l'avez fait sous un flanc beaucoup plus politique et sécuritaire avec l'Ouganda il y a quelques années, vous continuez à le faire d'ailleurs, mais cette fois-ci, on vous a vu sur le front, c'est vrai que vous êtes dans la continuité, mais vous avez été à Hambourg, en Allemagne, pour évoquer des sujets qui concernent la République démocratique du Congo, qui portent sur les eaux, qui portent sur l'écologie, même la nature marine, ainsi de suite. Dites-nous pourquoi le pays est au devant de la scène dans une sorte de procès et contre qui, pour quel profit, pour quel intérêt? Bien. Merci Blaise. Je sais que par moments vous exagérez dans la présentation que vous faites de moi, mais il y a un aspect justement qui cadre avec notre mission que j'aurais aimé mettre en exergue, c'est que je suis chef de département du droit de l'environnement et du développement durable à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. C'est un nouveau département et effectivement la matière de l'environnement est désormais prise en charge au niveau de la faculté de droit par tout un département que j'ai l'honneur de diriger. Alors, à Hambourg, effectivement, il y a quelques mois, c'est précisément au mois de septembre, nous sommes allés pour une procédure consultative. Je n'entre pas dans des terminologies pour différencier la procédure consultative et la procédure contentieuse, mais le problème qui était là, c'est que c'est un avis consultatif qui a été demandé par la Commission des petits États insulaires au Tribunal international du droit de la mer sur notamment la partie 12 de la Convention de Montego Bay de 1982 portant sur le droit de la mer. Et ici, la Commission des petits États insulaires a posé la question au tribunal de pouvoir déterminer les obligations concrètes des États en ce qui concerne le réchauffement climatique. Parce que, il faut le dire, ces États insulaires, beaucoup plus que d'autres, subissent les affres des changements climatiques. Lorsque l'augmentation de l'eau remonte, il y a des conséquences. Il y a même, j'allais dire, beaucoup de territoires qui ont été touchés, beaucoup de villes détruites et qui ont disparu avec la montée des eaux. Le réchauffement du climat a amené à ce qu'il y ait des dégâts, soit c'est des intempéries, soit c'est des pluies, soit c'est des tsunamis. Bref, le changement climatique a fait des dégâts et a causé des dégâts incommensurables.
Et la commission des petits États insulaires a posé cette question pour que le tribunal dégage les obligations concrètes relevant de la partie 12 qui porte effectivement sur la protection du milieu marin, la pollution, tout ce qui est, etc. Alors, la RDC se retrouve dans cette procédure comme État partie à la Convention de Montego Bay de 1982 sur les droits de la mer. Et je voudrais préciser que la même question a été posée cette fois-là à la Cour internationale de justice par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est encore une question consultative, un avis consultatif. La RDC est partie à cette procédure et c'est au mois de janvier que nous allons déposer nos écritures, nos observations écrites avant de pouvoir passer à la phase orale probablement qui est prévue au mois d'avril. Donc c'est autour de cette question que nous nous sommes retrouvés à Hambourg. Moi, je fais partie d'une équipe qui était coordonnée par le professeur Yvon Mingachang pour défendre justement le point de vue de la RDC précisément sur cette question du droit de la mer. Alors, dites-moi, professeur, il faut qu'on évoque ce cas, justement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la planète chauffe, effectivement? Elle chauffe. Est-ce qu'il y a des faits qui sont assez flagrants pour pousser le pays, la République démocratique du Congo, à poser un tel pas, un tel grand pas, jusqu'à vouloir à ce que vous puissiez être à Hambourg pour évoquer le sujet? Est-ce qu'il y a, il y a un mot que je suis en train de dire, est-ce qu'il y a péril en la demeure d'ailleurs? C'est ça la grande question. Absolument. Vous dites, est-ce que vous posez la question de savoir si la planète chauffe? Moi, je dirais qu'elle brûle. Et je voudrais m'inspirer un peu du discours de Jacques Chirac en 2002 en Afrique du Sud, lors du sommet mondial sur le développement durable. Il a dit, au fait, notre planète brûle et nous nous regardons ailleurs. C'est le cas. Effectivement, on est en plein dedans. Il y a un grand péril et les débats, au départ, la question du changement climatique qui n'était pas encore reconnue, scientifiquement, il y a eu beaucoup de thèses et des antithèses, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une unanimité de part et d'autre, aussi bien chez des pays développés que des pays moins développés, pour dire qu'il y a un problème du climat, le climat est déréglé, et il y a eu des causes, peut-être qu'on n'entrera pas là-dedans, mais pour répondre à votre question, il y a un réel problème de réchauffement, je ne dis pas brûlure, mais réchauffement climatique. Le débat aujourd'hui, c'est comment arrêter justement cette hémorragie? Jusqu'à quel niveau on peut supporter qu'il y ait la température qui ne dérange pas? Et c'est entre autres le résultat de l'accord de Paris. L'accord de Paris, après tout le processus, le protocole de Kyoto, avant même Kyoto, il y a eu d'abord Rio de Janeiro, etc. Nous sommes dans le processus et c'est 1,5 degrés Celsius qu'on voudrait vraiment qu'on ne dépasse plus dans ce qui est aujourd'hui avéré comme pratiquement une vitesse de réchauffement qui inquiète. Alors, cette inquiétude, elle est traduite sous diverses formes, ce qui pousse d'ailleurs des personnalités, des cerveaux à réfléchir pour entrer dans la phase décisionnelle. C'est-à-dire la phase décisionnelle, elle porte sur des actions à poser qui doivent être accompagnées par des structures bien connues. D'où l'existence, j'ose le croire, de ce qu'on appelle les RECODE, les regroupements des écologistes du Congo démocratique, qui s'avère être un parti politique. Alors, M. Gaëreri, lui, vous êtes le secrétaire national en charge des questions politiques. Alors, pourquoi imaginer venir dans cette arène politique, mais avec un objet social assez pas trop célèbre, l'écologie? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé, je le dis, sous contrôle du professeur Jean-Paul Seguiobe, qui s'avère être le président national du RECODE? Alors, quelles sont les motivations? Merci Blaise. Vous l'avez bien dit, je crois que le prof aussi a insisté sur un aspect. Et je vais commencer par la devise de RECODE. Sauvons notre terre, c'est ça la devise. Et au fait, RECODE a été créé suite au constat qu'il y a dans le pays. On a constaté au fait que le système de gestion culturelle et socio-économique de la préservation, la conservation et l'assainissement de l'environnement, la politique là n'est pas appropriée. Et au fait, c'est comme si elle n'existait vraiment pas. Ce que je veux voir, c'est que nous vivons aujourd'hui sur le terrain. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du n'importe quoi.
Alors, le RECOD a été créé, au fait, juste pour... C'est un parti politique. Il va chercher, bien entendu, à conquérir le pouvoir. C'est clair. Sinon, on n'existerait pas. Nous cherchons à conquérir le pouvoir. Nous cherchons à peser sur le plan national et à imprimer quelque chose qui n'a pas existé. Nous avons appris qu'il y a des partis politiques écologistes, mais on ne les voit pas. Et ça, c'est très dangereux. Oui, il y a des verts, vous le citiez, mais j'en connais plus. Oui, mais apparemment, on ne sent vraiment rien à ce sujet-là. C'est pourquoi le code a été créé, au fait, pour savoir dans quelle mesure nous pouvons instaurer au niveau national une sorte de culture écologique au niveau international. Et c'est de réfléchir autrement que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il faut, comme on dit généralement, changer les paradigmes. Il faut réfléchir autrement pour voir dans quelle mesure, au niveau national, on peut prendre en charge l'aspect écologique et le gérer de cette façon-là. Puisqu'apparemment, si vous passez partout, vous pouvez passer partout, ce que vous allez constater, c'est qu'apparemment, c'est comme si cette réflexion dans nous, Congolais, ça n'existe pas. C'est comme si la culture aujourd'hui du Congolais, c'est la culture de la saleté. Et on accepte que ça soit ça. C'est une histoire qui est anormale. Aujourd'hui, comme je dis, vraiment, je donne des exemples. On dit le salaire moyen du Congolais est minime, mais vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais vous vivez vous-même, vous créez un environnement qui n'est pas sain, au point que tout votre argent de salaire va dans les soins médicaux des enfants. Et après, vous allez réclamer pour dire non, on n'a pas l'argent pour les foufous. C'est pas croyable. Et le Congo, c'est considéré qu'un pays qui a des gens qui réfléchissent. Et aussi, nous allons insister sur le fait que le Congo, c'est le deuxième poumon de l'humanité. La forêt équatoriale, que le Congo représente 65% de cette forêt-là, par rapport à ce qui s'est fait dans le temps. C'est dans le temps avant, même maintenant, si on peut le dire, il n'y a rien qui se fait, ce qui est très dangereux pour l'humanité. Nous sommes devenus un village. Vous avez posé une bonne question. Nous sommes devenus un village. Ce que vous faites chez vous, vous pensez, les gens pensent que c'est seulement moi. Mais vous pouvez, vous, faire par tous les moyens pour assainir votre milieu, mais moi, votre voisin, je fais du n'importe quoi, je vais vous impacter. C'est clair. Le monde devenu un village. Et c'est pour vous dire qu'à tous les niveaux, que ce soit l'Occident, que ce soit l'Amérique, que ce soit où, nous tous nous sommes impactés. C'est le même village. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que la voix du Congo porte. La voix du Congo porte à travers le code. Que la voix du Congo porte pour que toutes les intelligences qui existent dans ce pays, qui se disent qu'il n'y avait rien qui avait été fait, se disent en tout cas, nous pensons qu'à travers les codes, il est possible que nous fassions quelque chose et que le Congo l'entende. Il y a un exemple que je peux vous donner. Pour vous dire sincèrement que c'est terrible. Le Congo aujourd'hui, nous ne parvenons pas. Je crois que j'avais appris quelque part que Blaise avait été au musée de l'environnement. J'avais appris. Quelque part, la RDC ne parvient même pas. Il y a certaines organisations qui font des champs à eux. Ils sont en droit de vendre des crédits carbone, mais ils ne parviennent même pas à le faire. Puisqu'en interne, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une structure qui permette à ce qu'on soutienne ces gens-là pour qu'ils vendent. Il faut des interventions extérieures pour que quelqu'un parvienne à pouvoir vendre le crédit carbone. C'est anormal. Au Congo, il n'y a rien. Donc c'est comme si aujourd'hui, on ne donne pas de l'importance à l'écologie, à la gestion de l'environnement en interne ici. Et c'est très dangereux pour nous, on ne peut pas vivre ça. C'est pourquoi le code a dit c'est comme une révolte. Nous devons être là pour interpeller les gestionnaires, les interpeller pour dire, hey, dans ces domaines, en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut qu'il y ait quelque part d'où la voix sorte pour parler de ça. Mais si ça n'existe pas, on va en enfer. C'est clair. Très bien. Oui. Alors, professeur Jean-Paul Seguiobé, vous m'avez d'ailleurs rappelé la casquette qui justifie votre présence ici. À côté de l'eau, justement, vous êtes à la tête d'un département qui s'occupe, un nouveau département qui s'occupe de l'environnement au niveau de l'université de Kinshasa. Kinshasa, qui constitue à lui-même d'abord, et à lui seul, la ville constitue un problème, un sérieux problème. Nous avons le fleuve à côté, on ne peut même pas parler de tout ce que nous avons comme inondation à chaque fois, érosion, ainsi de suite. Mais comment pensez-vous que l'État, que vous les scientifiques, pouvez changer la donne et sur quel pan vous pouvez intervenir pour essayer de booster les choses à ce niveau-là pour que nous qui sommes, nous la population, je suis journaliste, je suis de la société civile, donc je suis sur une constitution la base, comme on le dit, pour que nous nous rendions compte que l'heure est grave. Bien, vous avez eu raison de dire Kinshasa est sale. Et Kinshasa, comme miroir de la RDC, nous renvoyons à nous-mêmes, mais aussi aux autres, une très mauvaise image. En tout cas,
pour ceux qui savent visiter d'autres pays et des villes dans le monde, à travers le monde, on ne devait pas être fier de Kinshasa. Et il y a trop de bruit à Kinshasa. D'abord, le bruit au sens propre. Le bruit fait partie des infractions environnementales, hein, le tapage, oui, absolument. Mais le bruit au niveau politique, où il y a trop de slogans creux, qui est propre, ok. Mais c'est un effort, effectivement. Mais on ne voit pas cela. Et je pense que vous avez raison de dire, qu'est-ce que les politiques doivent faire? Je pense que pour cela, les politiques ont intérêt à s'inspirer des scientifiques. Les politiques doivent demander conseil aux scientifiques. Surtout en matière d'environnement, je ne vois pas comment un homme politique, un responsable, se réveillerait, le parti Record est là, il y a des techniciens, il y a des gens qui connaissent la question environnementale, c'est vrai, mais je pense que la politique environnementale du gouvernement de la RDC doit pouvoir s'appuyer sur des considérations scientifiques d'abord. C'est le rôle aussi que l'université doit jouer. Nous réclamons cela parce qu'on ne nous consulte pas assez. Les politiques pensent qu'ils ont l'ubiquité scientifique, ils ont le monopole de connaissances, ils se trompent. Peut-être qu'il y a des conseillers scientifiques, il y a des conseillers en matière d'environnement, il faudra voir quel type de conseillers ils ont. Parce qu'on ne peut pas orienter une politique d'un pays si on n'est pas éclairé d'abord de considérations scientifiques. Et pour moi, le nouveau département qui est là constitue encore, je l'ai dit, effectivement la détermination du gouvernement. Le gouvernement a compris qu'il faut revoir nos programmes d'enseignement et la question écologique reste cruciale. Aujourd'hui, à travers le monde, dans n'importe quelle politique, n'importe quel enseignement, n'importe quelle action, qu'elle soit sociale, économique, on ne peut pas se passer de l'écologie. On ne peut pas. Et donc, pour moi, je me dis, une politique qui se veut durable, sérieuse, cette soutenabilité ne peut que passer par, d'abord, la prise de conscience des considérations écologiques qu'il faut intégrer dans les actions. Et on doit aller au-delà de la théorie pour être dans l'action. Je prends un exemple. Kinshasa. Quand il pleut, vous avez parlé des inondations. Mais pourquoi il y a inondations? Est-ce qu'il y a des canalisations? Bien sûr qu'il y a des canalisations. Elles existent. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais quel est l'état des lieux de ces canalisations? Elles sont bouchées. Oui, les caniveaux. Les caniveaux, oui, mais ils sont bouchés par quoi? Par des sachets, par des bouteilles plastiques, par des ordures domestiques, par n'importe quoi. Parce que quelque part, il y a un problème. Le collègue Louis Guerrier a parlé de l'assainissement. On a un problème d'assainissement dans cette ville ici. Même à travers la ville, le pays, il n'y a pas que Kinshasa. Kinshasa, c'est le miroir, c'est vrai, mais il faut dire que le Congolais, d'abord, lui-même, n'a pas cette éducation écologique. Vous n'avez qu'à voir, les mamans essayent de nettoyer, je ne sais pas quoi, le poisson ou quoi. Tout ce qu'on termine, là, on jette où? On jette dans les caniveaux, on jette, je ne sais pas, sur la rue. Donc, cette culture, nous ne l'avons pas. Quand vous allez dans des salles de classe, moi je suis enseignant, vous allez dans des bureaux, certains bureaux ailleurs, est-ce que vous avez des poubelles? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est en train de transpirer. Vous voyez qu'on transpire. Très bien. On transpire dans les voitures, les transports, par exemple. Les bus, les taxis-bus ici. Qu'est-ce que vous voyez? On s'essuie et puis on prend le papier, on le jette à travers la fenêtre, sur la rue, sur la route. On termine de boire de l'eau, on prend le papier, la bouteille, on la balance à travers la fenêtre, n'importe où. C'est un problème. C'est un problème. Et le collègue a parlé de la culture écologique. Je pense que nos politiques doivent commencer par une éducation civique. Le civisme écologique fait défaut. Et ce civisme écologique, lorsqu'il fait défaut, il a une implication sur beaucoup de secteurs de la vie. Il a parlé de la santé. Les gens tombent malades. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un environnement sain. Et quand on tombe malade, on dépense beaucoup d'argent. Donc il y a une répercussion sur la situation économique, mais aussi sur le plan social, sur le plan culturel. Donc bref, l'écologie, comme concept d'opérationnalisation politique, rentre dans toute politique. Même quand on dit c'est un parti écologique, je crois que quand le parti a été créé, c'est pas que c'était seulement les dimensions écologiques ou environnementales qui devaient être prises en charge, mais c'est au fait qu'on a compris que le milieu, l'environnement englobe et oriente pratiquement de nos jours et s'oriente sur plusieurs secteurs de la vie économique, de la vie politique, de la vie religieuse. Et quand je vois l'encyclique du pape
François, il revient sur l'écologie, l'importance de l'écologie. Bref, aujourd'hui, je ne vois rien qui puisse se passer de l'écologie. Et je crois que je dois, avec mon ami ici, soutenir cet accent des écologistes et pouvoir relayer le plus possible le message pour que ces messages soient pris en compte par les politiques. Le danger, il existe, vous l'avez dit, effectivement, vous l'avez expliqué clairement. Permettez-moi que je puisse vraiment m'attarder un peu sur vous, M. Gaëriri. Oui. Votre parti, oui, il évoque des questions qui portent sur nous. Je suis vraiment très heureux de voir que vous n'êtes pas dans les considérations, dans les sphères très élevées. Quand vous parlez de l'écologie, vous êtes dans les sphères des choses que nous voyons tous les jours. Les canalisations mal construites mais bouchées. Tout ça, c'est-à-dire que vous évoquez des problèmes qui concernent la population. Mais est-ce que vous ne voyez pas ou ne pensez pas qu'il y a une dimension un peu élitiste au sein du parti? Quand on voit déjà votre posture, vraiment d'une part le professeur Jean-Paul Séguiobé, costume cravate, il y a M. Gaëriri, lui, costume cravate et tout. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage un peu par rapport à ces gens-là? Donc on devrait un peu, du genre à la José Bové ou je ne sais pas qui, les grands qui sont dans les paysans, je ne sais pas, qui sont vraiment dans le vécu quotidien et qui sont particulièrement dans l'affaire et dans la sphère vécue tous les jours. Ok, merci pour la question. En fait, c'est très important ce que vous avez dit là. Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer ça, c'est une observation. C'est normal. C'est une observation. De toute façon, on se présente, on parle, quelqu'un peut croire et dire non, mais ça c'est vraiment élitiste. Notre façon à nous de fonctionner est que nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, dans notre conception des choses, nous nous inspirons beaucoup plus de la base, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la base. Et la base, c'est cette population-là. Elle ne peut pas être avec vous maintenant en train de parler. Nous vous disons ce que nous faisons et qui va nous amener à travailler avec cette base-là. C'est ça. Donc, l'élite, il est vrai, il est normal que l'élite soit là. C'est pourquoi nous on se dit, toute élite qui sent que c'est un sujet qui est très important, qui s'associe pour qu'on puisse évoluer tous ensemble, pour parler de cette population-là. L'erreur qu'il y a aujourd'hui dans ce pays est qu'apparemment on néglige cette population. Or, on ne peut pas prétendre préserver la nature, l'environnement. On ne peut pas prétendre conserver l'environnement. Ça associe cette personne qui vit dans cet environnement. C'est ce qu'on dit généralement, quand la pauvreté s'amène, c'est cette même personne qui va agir sur cet environnement et le détruire. C'est pourquoi, nous, à notre niveau, nous sommes là, nous parlons. Comme je dis, je suis dans les codes. Je suis parmi l'équipe dirigeante des codes, bien entendu. Mais les interlocuteurs, bien entendu, c'est le gouvernement. Mais notre fer de lance, c'est cette population-là. Nous tenons à elle. Parce que si nous réfléchissons sans elle, nous ne faisons rien. C'est comme si c'est un coup d'épée qu'on donne à l'eau. C'est pourquoi je crois qu'en partageant un peu, on s'est dit, le prof l'a dit aussi, d'ailleurs, qu'il faut instaurer une culture écologique dans ce pays. Le Code est tenté de réfléchir sur quelque chose. Nous, on s'est dit, au niveau de l'Assemblée nationale, on peut même proposer une loi qui renforce les matières à donner au niveau de l'école primaire, secondaire et professionnelle. Une loi qui impose à ce qu'il y ait des matières concernant l'écologie à enseigner aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes là. L'école ne voit pas seulement aujourd'hui, non. Nous voyons dans 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et absolument. Si nous n'avons pas préparé cette jeunesse-là, ces enfants qui sont là, je ne peux pas dire que je vais aller recruter des enfants, non. Mais dire que je les prépare à pouvoir prendre la relève demain en comprenant ce que signifie l'environnement, ce que signifie l'écologie, c'est très important. Donc, nous réfléchissons, il y a des gens qui réfléchissent sur cette loi-là. Je crois qu'en cas de besoin, la nouvelle législative, cette loi sera déposée absolument pour essayer de voir un peu comment on peut renforcer le dispositif d'enseignement au niveau de l'école pour que les enfants qui naissent, qui comprennent ce que ça veut dire. Il est normal, ce que le prof a dit quelqu'un. Je suis ici, bon, mon choix, je le mets là-bas. Mais il y a d'autres qui... Ça, c'est terrible. Comprenez que c'est vraiment un problème. Je voudrais peut-être, ce n'est pas ma question, c'est sa question, mais on peut bien se compléter. En fait, quand vous dites que le parti Recode serait élitiste, la question environnementale concernerait essentiellement l'élite, mais justement, c'est mal comprendre
problème d'écologie. Je vais juste partir des cas concrets. Vous êtes revenu sur les inondations à Kinshasa. Et tout le monde est d'accord que c'est un problème environnemental, sérieux. Mais qui sont les plus touchés par les inondations à Kinshasa? L'élite, en tout cas l'élite politique, économique, peut-être un peu scientifique. Nous, les profs, on est peut-être... Plus ou moins à l'abri. Pas non, nous sommes peut-être les mal-aimés de la République, parce qu'il faut le dire. Hein, j'ai un grand niveau d'instruction, un grand diplôme, mais ma rémunération ne suit pas ça. Ça, c'est la République. Il faut peut-être qu'on ne va pas s'y attarder, mais c'est ça la réalité. Donc, quand vous parlez de l'élite, des gens qui sont dans des conditions d'existence plus ou moins bonnes et acceptables, nous, on n'est pas là-dedans. Mais vous avez une élite politique, économique qui est là. Quand il y a inondation, les inondations que nous connaissons, Kinshasa, c'est d'ailleurs invivable après la pluie. Mais qui sont les plus touchés? Quelles sont les maisons les plus touchées? Ce sont des maisons qui se retrouvent dans des quartiers périphériques. Ce n'est pas en tout cas là, les grands immeubles que vous retrouvez quelque part dans des... Je ne dis pas des gratte-ciel, mais ceux qui sont touchés, c'est la grande masse de la population. Donc, la question écologique, et lorsque je dis qu'il faut des politiques pour pouvoir changer la vision écologique, on plaide pour cette population. Les récoltes, comme il l'a dit, ne devraient même pas être un parti élitiste. Mais les récoltes, j'imagine, a besoin de l'élite pour pouvoir bien cadrer ses orientations politiques, ses orientations, j'allais dire son action sociale. Alors, une question me vient en tête, je vous la pose à vous deux, hein, à professeur et à monsieur Louis, puisque nous sommes en train de nous acheminer très rapidement vers la fin de cette émission, du moins la première, parce que j'en ferai plusieurs, hein, avec vous au regard du fait que la question environnementale, elle est vraiment capitale. Quelqu'un me dit, le ministre de l'Environnement, c'est de vrai, d'être pratiquement le premier soldat de la préservation de la nature, la conservation de la nature, ainsi de suite. Mais vous, RECODE, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 8 ans, l'année prochaine, vous êtes au gouvernement, vous êtes M. Gaëriri ou M. Seguiobe, Jean-Paul. Alors, vous êtes dans une grosse SUV, plutôt un gros SUV, un véhicule, une Jeep comme on l'appelle, gros cylindré, qui pollue sérieusement l'atmosphère. Vous êtes ministre de l'Environnement, plutôt du Transport et Communication. Vous achetez des avions qui sont plus pollueurs de l'environnement que d'autres. Est-ce que ce sont des considérations que vous prenez en compte? Ce sont des questions sur lesquelles vous vous basez par rapport à ce qui pourrait vous arriver dans les jours à venir. Je commence par le professeur et puis on commence par M. Gaëriri, le professeur. Problème. Donc, je sais que ce que vous dites, il est réel. Parce qu'au fait, on ne peut pas se dire qu'on peut défendre l'environnement au moment où on est destructeur de cet environnement-là. Oui. La grande difficulté que nous avons est que parmi les grands décideurs, il n'y a pas aussi cette culture-là. Si ce n'est pas le fait de chercher à montrer au fait que nous aussi on existe, les autres étaient comme ça, nous aussi on doit être comme ça. Pourquoi ne pas réfléchir? Si vous êtes aux affaires, et si réellement vous constatez que cela, vos véhicules et tout polluent, RECODE, je vous ai dit au départ, il faut changer de paradigme. Moi, je ne peux pas accepter, je suis aux affaires, je vais au boulot à pied. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, on doit tout faire pour que je puisse me déplacer. Mais il faut insister sur les aspects les moins pollués possibles. Si c'est un Jeep qui pollue le plus, moi je veux dire non. Est-ce qu'on ne peut pas, au niveau du gouvernement, réfléchir autre que ces puces qui polluent? Je suis sincère. Vous savez que ma sobriété, je pense que c'est comme ça que je vis. Et le souhait est que tout le monde puisse arriver à ça. Ça ne sert à rien de chercher à montrer aux gens que c'est moi, je vis. Même celui qui est dans un petit véhicule vit aussi. L'essentiel, c'est de voir. La finalité, c'est de préserver cet environnement. Mon travail à moi, c'est de préserver l'environnement. Si je fais le contraire, au fait, les gens vont me jeter des pierres, ils vont dire, lui aussi nous a trompés. On n'est pas là pour ça. Donc si je suis aux affaires, le problème doit être posé. Si réellement il est constaté que ce qu'on m'a doté pollue plus, je ne peux que le dire, c'est logique. Même dans un petit véhicule, je le fais. Je peux le faire, sincèrement. Non. Moi, je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon point de vue. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, cette sobriété-là,
est recommandée pour les Congolais. La sobriété est très importante. Puis ça nous permet réellement de vivre comme il le faut. Pas les m'as-tu-vu. Non. C'est pas ça qu'on veut. Si on ne voit pas ce qui est derrière nous, on est en train de tuer les gens. Bien, moi je pense que c'est assez technique quand même. Hein. On peut avoir une petite voiture qui est plus grand pollueur, qui pollue plus qu'une grande voiture. Tout dépend. Vous pouvez avoir une grande voiture qui est encore neuve. Et nos ministres roulent souvent dans des voitures neuves. Bien sûr qu'il y a des gros cylindrés qui polluent. Mais les petites voitures ici que nous avons aussi à Kinshasa, elles ne sont pas moins pollueuses. Donc tout dépend, c'est question de voir. Mais vous avez raison. Je pense aussi qu'il faut intégrer cette question dans un contexte global. Nous, en RDC, on a moins de choix. Parce qu'on n'est pas un pays qui produit les voitures. Souvent, les voitures nous viennent de l'extérieur. Et par moments, c'est des choix qui nous sont imposés. Mais bien sûr, il faudra, comme il est dit, choisir la voie la plus idoine, celle qui ne pollue pas davantage. Il y a lieu de trouver des véhicules confortables pour un ministre, pour un grand responsable, mais qui ne polluent pas. Mais sur cette question-là, je crois qu'il faut une casuistique. Mais comme politique aussi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'on espère que ce n'est pas propagandiste. Mais revenez un peu même en RDC. Souvent, on dit des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'aimerais bien savoir, il y a eu une activité qui s'est passée ici, où on dit, voilà, 1 million d'arbres. On a même posé, à l'horizon 2023, 1 milliard. 1 milliard d'arbres. Et on en a planté. On a mis où? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Vous voyez, le problème des déchets ici, dans la ville, bon, on parle de la station finale. Donc, tel que on gère les déchets ici dans la ville. Site de décharge final. Oui, le site de décharge final. Ça n'existe pas. Comment ça fonctionne dans la ville? Vous savez, ces déchets peuvent plus polluer qu'une voiture qu'un ministre utilise. Lorsque la voiture est bien entretenue. Bon, rentrons même dans ces aspects techniques de voiture-là. Ici, n'importe qui peut avoir tous les documents. Vous pouvez avoir une voiture qui pollue sérieusement. Beaucoup de nos voitures polluent. Mais quand vous demandez au chauffeur, donnez-nous les documents, vous voyez qu'il vous présente un document de contrôle technique en ordre. Ça, c'est le commun. J'ai même l'habitude de dire à mes étudiants qu'ici, c'est un pays où on peut avoir les documents, on les a presque de manière, j'allais dire, insolente. Quelqu'un même peut se promener avec son propre certificat de décès. C'est tellement, pour obtenir les documents, c'est facile. Le contrôle technique ici, vous voyez, vous verrez que beaucoup de véhicules ici, techniquement, ne sont pas en ordre. Ils ne sont pas vraiment en forme de pouvoir rouler sur la chaussée. Mais vous verrez que, si vous leur demandez, ils ont ce contrôle-là, ils ont ces documents. Même le policier, quand il doit arrêter, eh bien, il n'arrêtera pas ce véhicule-là. Il va chercher plutôt... Il y a un problème. Donc, au fait, cette question que vous posez, c'est vrai, et elle rentre dans l'aspect écologique, mais ça concerne tout le comportement. Ça concerne tout le comportement de nous tous, et je pense qu'il est temps que nous en prenions conscience. Ok, professeur, on revient. Bien, juste une petite pause de quelques minutes, parce que vous avez évoqué la question relative aux décharges publiques et les questions relatives à ces rencontres aussi internationales. Est-ce que les Congolais en savent quelque chose? Est-ce que les Congolais connaissent cela? Vous allez répondre, en tout cas vous les téléspectateurs, juste après ces petits éléments. Bonjour. Bonjour. Bon, je m'appelle M. Shadrach. Vous connaissez ce qu'on appelle Code 28? Bon, je n'ai jamais entendu pour Code 21, même non, je n'ai jamais entendu sur Code 28, même sur l'environnement, c'est la première fois d'entendre ça. Et tant que jeune, vous connaissez ce qu'on appelle un cahier des charges? Un cahier de décharge publique, bon, j'entends souvent parler des charges publiques, mais je ne sais pas vraiment la signification. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, naebi COP 28, naebi yango. Référence moko et le Belarami mi marambo italien environnement. Environnement, c'est surtout makambo itali, le changement climatique, forêt, tout ça, le rachat. Ils ont vraiment bien été, ils ont mabé, ils ont pollué l'environnement nabiso, ils ont pété biso ba maladie. Donc, vie aux alentours bien été ceux qui tiki en bongo. COP
28 nayoka te mais nayoka ko 21 tomonaki bamakambo esamaka na baleni peuple awa nayebi eza makambo moko elie na climat mais suite nango toyebi penaki nayebi makambo eza relie na climat mpona koévite contre pollution ndeti ville ya Kinshasa ndenge eza pollué. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, professeur. Il s'avère que les décharges publiques et tout ça, ce sont deux mots qui apparaissent un peu magiques pour les Congolais. Hein. Vous l'avez remarqué. À l'époque, vers les années 90, il y avait le programme national d'assainissement qu'on appelait PENA avec de bacs au coin des avenues et tout ça n'existe plus. Hein. Même quand on en trouve, il y a l'Union européenne qui nous a aidés pendant un moment et ne vient plus, pas suffisamment de ressources pour... tout sont évoqués dans les grandes rencontres internationales. Hein. Le record existe, mais est-ce que vous allez commencer à porter votre voix jusqu'au niveau des rencontres internationales, ou bien ça va se limiter ici, au niveau du département du professeur, des émissions télévision et quelques descentes sur le terrain, mais au niveau international, parce que c'est là où se prennent les grandes décisions. Est-ce que vous y serez? Monsieur Gaëré. Oui. C'est important ce que vous avez dit. Et au fait, Récolte se prépare à assister au COP28. Très bien. Oui. À Dubaï. Et à Dubaï. Nous pensons que nous allons y être. Et si nous y sommes, au retour, nous devons restituer. Aussi, il a été constaté au fait que, au niveau des assises internationales sur le climat, sur l'environnement, le Congo... Mais le Congo, il y a quand même beaucoup de... Oui, mais apparemment, c'est comme si le Congo est inaudible. Dites-moi quel est le message que le Congo amène là-bas. Et au retour, il dit non, nous étions là-bas, voilà ce que nous apportons. Il n'y a rien. Parce que moi, tel que je suis, je pense, à mon niveau, j'ai des dispositions à la maison. J'ai un dispositif qui puisse permettre à ce que je sois informé qu'effectivement, il y a un retour de là, il y a quelque chose qu'on nous apporte. Et là, le Congo Brazzaville est beaucoup plus avancé que nous. Hein. Chez nous, il n'y a pas. Je vous dis que ça, c'est très dangereux. Nous y allons. Comme le prof a très bien dit ici, il y a certains aspects techniques qui sont capitaux, sur lesquels il faut tenir compte quand il est question de se prononcer sur certains sujets. Mais si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec celui qui décide, celui qui signe l'ordre de mission là, votre nom ne figurera jamais là-bas. Donc on politise et tout, et ça c'est très dangereux. Le pays doit avancer. Mais si on doit même tous les aspects techniques, scientifiques, on ne veut pas tenir compte des cerveaux qui existent, là c'est très dangereux. Je peux prendre ma domestique, ou bien la nounousse de ma fille, de mon enfant, je pars avec. On voyage ensemble. Et c'est comme ça que ça se fait. On voyage ensemble, on rentre, personne ne va vous demander qu'il faut restituer, personne. Et ça c'est très dangereux. Le code n'est pas ça. Le code souhaiterait être dans toutes les assises internationales, en matière d'environnement, et le code a un message à donner. Et comme je vous dis, il faut changer le paradigme. Il faut voir les choses autrement. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, sincèrement, je le dis, on ne sent pas que la RDC se fait entendre quelque part. Et il y a un exemple que je donne toujours aux amis. Cette histoire de vente de crédit carbone. Quelque part, j'avais lu et j'ai entendu. Tu sais que la RDC a 5 ou 7 dollars. Crédit carbone. La tonne de carbone, la tonne. Mais le Rwanda est à 120. Nous sommes le poumon de l'humanité. Nous, le Congo, nous sommes le poumon de l'humanité. Comment expliquer que nous sachions que cela existe et apparemment ça n'aime personne? Non, parce qu'il y a des politiciens qui sont passés pour dire que c'était une fausse histoire, ainsi de suite. Ok, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Mais qui sait ça le prouver? Qui sait ça le prouver? Mais en tant que poumon du monde, nous sommes en droit de revendiquer ce que nous faisons. Oui, c'est la façon dont nous préservons notre environnement, nos forêts. Nous sommes, je peux dire, c'est par engagement que nous le faisons. Nous le faisons, on a demandé ce qu'on réduit. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font. On n'a pas fait le Bolsonaro, non, tout détruire, non. Nous, au moins, on fait quelque chose. Mais en retour, nous, les mieux, on ne les a pas. C'est anormal, c'est impensable. Alors, le coach se dit non, c'est pas possible. Il n'est pas dit que cela remplace le budget national. Non. Mais on doit avoir quand même... On doit avoir cet argent-là. Hein? Et il y a beaucoup d'affectations pour cet argent pour permettre à ce que réellement
nous soyons résilients dans ce domaine-là, que nous soyons en mesure de dire, oui, nous, on est là et nous aidons ce village à survivre. Merci. Sinon, c'est dangereux. Merci, M. Ok, merci. Professeur, une dernière communication? Bon, moi je dis, c'est vrai, les COP, moi comme scientifique, je suis l'évolution des COP depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de participer, d'assister à beaucoup de rencontres scientifiques qui portent sur la question du climat, l'environnement, tout ça. La RDC se retrouve dans certaines délégations beaucoup plus politiques. Il l'a dit, on a besoin aussi de la restitution. Cette redevabilité, nous ne l'avons pas. Il y a un leadership en ce qui concerne par exemple la zone bleue ou en ce qui concerne la gestion, la conservation des forêts. Mais il y a des pays voisins qui sont en avance par rapport à nous. Alors qu'à nous seuls, il l'a dit, nous avons 60% de ces forêts du bassin du Congo. Je pense qu'il faut que les politiques acceptent aussi ces critiques, pas des critiques déconstructives qui sont là juste pour faire table rase de tout ce qui fait ou nier les efforts qui sont là, mais des critiques constructives sur base desquelles la politique doit pouvoir s'appuyer pour rectifier certains tirs. Merci beaucoup, professeur. Nous avons pris près de 50 minutes en discutant et ça a été un plaisir pour nous. Les spectateurs ont pu consolider leurs connaissances par rapport à ces questions qui sont vitales, qui sont capitales. Nous nous ferons le devoir de revenir encore frapper à vos portes pour que nous ayons des entrevues beaucoup plus approfondies et que nous puissions continuer à cheminer par rapport à cette situation pour le professeur. Quand il reviendra en janvier de Hambourg, vous aurez encore ce plateau pour essayer de nous dire ce qu'a été. Donc ça sera plutôt à La Haye. C'est à La Haye, ce ne sera plus à Hambourg. Non, non, Hambourg, nous attendons plutôt la décision du tribunal parce que nous avons plaidé et on attend. D'accord. C'est plutôt devant la Cour internationale de justice pour l'avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies. Très bien. nous ferons le plaisir et le devoir de communiquer pour que la population soit suffisamment informée quant à ce. Suivi et très bonne suite de programme dans vos différentes chaînes. Au revoir.